Bonsoir. Depuis des années, on regarde sans comprendre cette Italie qui continue à vivre tout de même au jour le jour dans ses excès de richesse et ses excès de pauvreté, mais avec une sorte de fatalisme. Depuis des années, on assiste sur une toile de fond politique totalement incohérente, jusque dans la trame de ces compromissions, à une escalade de la violence à laquelle les Italiens auraient fini par s'habituer si on regarde les choses en surface. On en arrive même à parler de l'industrie des enlèvements et de son chiffre d'affaires qui était de 30 milliards, paraît-il, 30 milliards de lire en 77. La déliquescence de l'État, les têtes folles de l'extrémisme, l'association du terrorisme et du banditisme ont fini par faire de l'Italie le noir volcan de l'Europe au point qu'on parle de situation à l'italienne ou de tache d'huile italienne dès qu'ici ou là se commettent en série des attentats ou des enlèvements. Mais depuis ce matin, il s'agit de bien autre chose en Italie. L'escalade de la terreur est arrivée au cœur de l'État, selon l'expression d'un homme politique là-bas. Et cette escalade, c'est l'enlèvement d'Aldo Moro, ancien président du Conseil et chef de la démocratie chrétienne, le plus en vue, presque, des hommes politiques en Italie. Le pouvoir est dans la cage, m'avait dit à Turin un simple carabinière y chargé de faire en sorte que cette cage soit malgré tout bien fermée. C'était au procès des Brigades Rouges il y a une semaine où les 15 chefs du mouvement défiaient à coups de communiqués, de sourires, de clins d'œil l'État italien à travers son appareil judiciaire. Aujourd'hui à Rome, en enlevant tragiquement le politicien le plus important d'Italie, M. Aldo Moro, les Brigades Rouges ont donné raison aux carabiniers de Turin. Je dis que la journée de 78, c'est évidemment le 16 mars, l'enlèvement Moro. Il y en a qui disent ça c'était la fin du mouvement, peut-être, mais on ne peut pas faire du négationnisme et dire que ça n'a rien à foutre avec les mouvements, parce que ça c'est du faux certifié faux. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a des racines dans les mêmes choses. Après. Donc, on était en plein milieu de cette discussion post-Bologne concernant ce rêve d'un grand journal commun et la mayonnaise ne prenait pas, comme le dirait Félix. Et ça se trouve que moi, je faisais la navette Milan-Rome en voyageant dans les... Et justement, je me trouvais à Rome pour une des réunions de discussion, encore tous ensemble, au sujet de cet objet UFO, OVNI, qui devait être ce grand journal communal, qu'est-ce que tu veux dire? Et j'étais chez un vieux copain d'université, un compagnon de vie, de route, qui était artiste, en allemand, comme ça. Et voilà, je suis réveillé. Vers 8 heures le matin, on avait fait une réunion nocturne par un journaliste de l'Espresso qui avait été matraqué par la police à Valle Giulia, donc il était resté un ami, qui me dit « Ah bon, où tu es là, à Rome ?» Il n'y avait pas les portables, donc il savait. « Ben tu sais, les Brigades Rouges, ils ont enlevé Moro. » Je dis « Oh là là, raconte une autre, qu'est-ce que tu me cherches maintenant ?» Non, c'est sincère, je ne le disais pas pour... Il me dit « Non, non, c'est vrai, écoute. » Et je dis « Bon, attends. » Je m'habille et je descends, et on était, vous connaissez Rome, où il y a Sant'Ivo alla Sapienza, derrière Corso Vittorio, au fond il y a l'habitation d'Andreotti, il y avait, et à 100 mètres il y avait les locaux d'un centre d'études qui s'appelle Linea de Condotta, qui sera la rédaction de Métropoli. Donc je vais à un kiosque de journaux, j'achète le journal, La Repubblica, il n'y avait rien. Et il y avait même écrit en bas, on dit taglio basso,
est-ce que Moreau est Antelope Gobbler? C'est-à-dire, tu sais, est-ce que Aldo Moro, il est le nom encore d'un truc de grande corruption, etc. Donc, imagine. Et puis, pendant que je suis devant le kiosque, il arrive le petit camion qui amène, tu sais, la ribattuta, on dit en Italie. S'il y a un phénomène énorme, un journal, il fait une édition spéciale, il change la première page, il part de ce truc, il y a à la une Aldo Moro enlevé par les Brigades Rouges avec la photo de Moro en chemise à manches de chemise, avec derrière les drapeaux Brigade Rouge, bon, c'est un truc un peu, et dans lequel il y a la photo Polaroid, etc. Alors je suis là, un copain qui maintenant est devenu un journaliste qui, je pense, il a voulu refouler ou renier, c'est ça, mais qu'il était à l'époque à Métropoli. Il arrive lui aussi à acheter le journal, c'était à côté de Via Giulia, c'est, et il me dit, la radio Onda Rossa dit qu'il y a une assemblée au rectorat de l'université. Bon, on y va. Alors, il avait un 500, on arrive à l'université, c'était un climat là, oui, de plomb. Il y avait les hélicoptères, il y avait les gens qui arrivaient toujours dans ce même lieu, toujours dans ces dates 16 mars, toujours dans cette esplanade, rectorat dans lequel il y avait les assemblées du mouvement 77 complètement serrées. On nous laisse pas rentrer. Flics un peu partout, c'était gris comme ça. L'hélicoptère qui passait, et donc on tient l'assemblée avec des mégaphones, des trucs, les Volsci amènent des trucs. Sur la scalinade, à côté de celle où j'avais reçu les bancs, dans celle centrale du rectorat. Entre-temps, la télé, on avait regardé dans un bar, alors c'était passé les déclarations, on comprend tout de suite qu'ils ont décidé de lâcher Moro. Alors, il y avait des personnages du père de la patrie qui disent qu'ils font comme une espèce de testament. Le jour que je serai séquestré, c'est comme quand tu fais les déclarations pour les jours concernant l'euthanasie, non, comment ça s'appelle, le testament biologique. Non? J'invite à ne pas considérer venant de moi tous les mots que je pourrais dire. Tu sais, le matin du 16 mars, le Parlement a été réuni pour voter pour la première fois le fait que les partis communistes, c'était l'aboutissement de la stratégie du compromis historique, ils rentraient dans la majorité gouvernementale. Donc le gouvernement, c'était Andreotti, ce vieux routier. Le grand maître de tout ça, c'était Moreau, Berlinguer, etc. Donc, et là, il y avait une annonce comme d'un épilogue déjà écrit, comme dans les tragédies grecques. C'est-à-dire qu'il y a même quelque chose de tragique. Andreotti pouvait s'en foutre, mais par exemple, le ministre des Affaires intérieures, qui après sera président de la République, Cossiga, etc., il était le fils, entre guillemets, de Moreau, un de ses, donc Moreau, c'était pour lui. Et pourtant, il doit tenir cette ligne de la rigueur. Le secrétaire de la démocratie chrétienne, c'était vraiment comme le fils de Moreau. Et donc, il plairait, mais il disait jamais, on ne négocie pas, jamais. Quelque part, tu peux penser, la mort dans le cœur, en effet, il est mort, Zaccagnini, c'était la gauche démocrate chrétienne, pour un infarctus un peu après.
Berlinguer, c'était pas un rapport personnel, passionnel, mais Moreau, c'était le garant de l'aboutissement de 40 ans de longue marche du Parti communiste pour rentrer dans le gouvernement. Et lui aussi, c'était comme s'il se regardait un chien de faïence. Zaccagnini et les démocrates chrétiens ne pouvaient pas faire un minimum d'ouverture parce que le Parti communiste les aurait accusés de ne pas avoir le sens de l'État, d'être toujours les cathos, pas vraiment identifiés à l'État, à la République. Et Berlinguer, il ne pouvait pas faire la moindre ouverture parce que les autres, il aurait pu dire « Ah ben, c'est des brigades rouges, ça vient de chez vous, c'est votre affaire », donc il devait être les premiers inflexibles total. Même en se tirant des balles dans leur cœur comme Zaccagnini ou dans leurs jambes comme Berlinguer. Et donc c'était clair, ils avaient commencé par dire « Ah, peut-être s'il parlera, il sera drogué, il sera torturé ». Nous, ils le disaient de cette façon. La Malfa, un des pères de la patrie, que la constituante. Le jour que je devrais être dans cette condition, mes mots n'auront pas de valeur. Donc en plus, il pensait qu'est-ce qu'il peut révéler, des trucs, des tas comme ça. Alors j'arrive là-bas, et je dois dire, parce qu'on est un peu ingénieux, avec étonnement, je commence à voir que les vols chez les autonomes, pour une réaction apeurée, et après Negri aussi, ça sera pareil, etc., ils prennent des distances et ils utilisent les mots condamnés. Et par contre, dans l'attitude un peu verbale, souvent ils étaient dans les slogans, dans les manifs plus brigadistes que les brigades rouges, beaucoup plus que nous, le truc du geste, des trucs. Donc je reste un peu perplexe, je ne m'attendais pas. Et donc quand je prends la parole, je développe un raisonnement. Je dis, un moment, attendez. Ici, on ne peut pas tomber dans les trucs. Bien sûr qu'on peut se sentir visé. Mais on se sent visé parce que ceux qui ont revendiqué cet enlèvement, ils sortent du mouvement. Et ça, on ne va pas l'effacer en prenant des distances. C'est une réalité. Mais peut-être qu'il y aura des vendettas transversales, on voit la répression arriver, mais ce n'est pas une bonne raison pour utiliser des mots type condamné. Et je ne le dis pas par idéologie, mais parce que c'est les mots qu'ils utilisent les autres. En effet, cet enlèvement est signé par quelqu'un qui se considère un parti, Brigade Rouge. Ça ne nous met pas en question directement. Mais ils disent, nous on se réfère au mouvement révolutionnaire, à ces expressions, les mouvements de masse. Qui c'est? Nous. Si nous nous enfermons, on peut être très critique, dans le mot condamnation, on n'a plus aucune chance d'ingérence. Et j'attire votre attention sur un fait. Si aujourd'hui on est un peu médusé du fait qu'il y a eu l'enlèvement, figurez-vous, quand il arrivera l'épilogue avec ceux qui ont manifesté les autres de l'État, de l'exécution du prisonnier. Moi, là, je veux dire à distance aux militants, aux camarades, je ne sais pas, des brigades rouges, il faut réfléchir. Je rappelle ici les morceaux de Foucault dans Microphysique du pouvoir, dialogue avec les maoïstes, que quand la violence s'institutionnalise dans la forme d'une prison du peuple, d'un tribunal du peuple, etc., c'est déjà devenu son contraire. Mais, d'accord, donc cela c'est une critique, mais ça ne m'intéresse pas la critique après coup, ça m'intéresse
essayer de nous ingérer, de nous interposer, à éviter un épilogue que le pouvoir constitué a déjà décidé avec une prophétie qui va s'autoréaliser, ou pas. C'était un peu ça le raisonnement qui configure. Et comme si c'était télépathique, peut-être, mon camarade Piperno qui est dans son campus en Calabre, il pense la même chose, il fait des déclarations, on ne s'était pas entendu. Et donc là, évidemment, les gens nous attaquent pour crypto-brigadisme. Les brigadistes, ils font comprendre qu'ils ne voulaient pas des seigneurs qui lui dictaient les choses. C'était une position mal aimée par tout le monde. Mais on continue à taper, enfoncer les clous. Nous, comme comité communiste révolutionnaire, on fait une feuille qui s'appelait, bon, qu'est-ce que, pour ne pas dire que faire, non? Ou quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on articulait ce type de discours. Vous dites, vous qui êtes clandestins, les militants, les camarades des Brigades Rouges, que votre référence c'est le mouvement. Bon, donc c'est vous qui le dites. Et donc nous allons vous dire, il ne faut pas tomber dans le truc d'arriver à l'exécution du prisonnier si les autres, comme ils semblent manifester, ils veulent être totalement fermés comme un mur. Ça, après, tout le reste, ça peut se discuter. Et surtout, on ne va pas récriminer sur le truc, le passé, il est irréversiblement constitué. Et on commence ce type de campagne. Au milieu de cette campagne, il y a par exemple le fait que quelques jours après, on était en réunion là à la rédaction de Métropoli et ce journaliste de l'Expresso, il arrive en disant « Ah écoutez, il y a mon directeur qui a été contacté par un exposant de la gauche du Parti socialiste qui demande, parce que les socialistes craquent pour les raisons politiciennes de se faire large dans cette tenaille du compromis historique PC, démocratie chrétienne, ils jouaient les colombes contre les faucons. Ils disaient il faut négocier, il faut trouver un truc, etc. Donc, et il disait si vous pouvez. Tout le monde, en plus, dans les entourages plus différents, il y avait d'autres qui avaient contacté les Volches, il y avait donc. Et donc, nous, on se divise un peu les tâches. Moi, que j'étais très exposé pour une activité présente. J'ai continué cette campagne un peu martelant aux radios, etc. Mais c'était dirigé à un interlocuteur qui ne répondait pas. Mais les autonomes, d'habitude, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient comment ça se fait, vous faites tout comprendre. C'était très mal aimé. Et par contre, Piperno, Pache et d'autres qui avaient quitté l'activité militante directe depuis quelques années, sauf revenir un peu à ce grand moment de 77, en prenant aussi des risques, tout se savait, tout le monde savait qui était qui, donc il y avait des anciens militants, un bon paquet de militants de Poder Operaio qui après la première rupture et puis la seconde, etc., dans l'entourage, ils étaient passés dans les Brigades Rouges. Donc on arrive à établir un contact et là il y a une espèce d'interface qu'on joue et franchement, moi je ne regrette pas. On est arrivé à une feuille de papier à cigarette d'aboutir. Quoi qu'on dise les conspirationnistes, c'est-à-dire à un certain moment par exemple. Donc en cours de ça, il y a une rupture virulente à ce sujet avec Tony, Negri et ses camarades, donc fini le projet du journal commun et nous on met en chantier Métropoli. Et tu sais, ça semble éternel, ça dure 55 jours l'enlèvement. Alors, par exemple, évidemment, si tu veux amener, influencer quelqu'un, afin, pas par humanisme ou par sympathie pour Moreau, en fait, qu'on pensait qu'il fallait une ligne de fuite par rapport à cet épilogue.
Donc tu ne peux pas dire que ça ne se fait pas d'enlever quelqu'un parce que ça fait pleurer la Vierge Marie. Donc il écrit un texte qui après a été publié dans le préprint de Métropoli, qui s'appelait Du terrorisme à la guérilla, et qu'il développe un discours en disant la porte étroite du mouvement subversif et révolutionnaire en Italie, c'était comme conjuguer la terrible beauté, verse de Yeats, du 12 mars 1977 à Rome, avec, notre citation d'un autre poète, la puissance géométrique de l'action de Via Fani, l'enlèvement Moreau. Vous pouvez imaginer, à la fin, il a eu des procès, des trucs pour ça, etc. Mais ça s'était fait aussi dans un esprit de faire une sorte de surenchère pour essayer de mettre des jalons qui favorisaient une attitude d'ouverture. Et en effet, donc là, l'opportunisme du gauchisme classique. Soffrit dirigeait Lotta Continua. Moi, je n'avais pas un rapport très amical parce qu'il avait une sorte d'arrogance. Mais puis pour nous, ils avaient été normaliens tous les deux la même période. On va à sa rédaction, on lui propose cet article, il comprend très bien. Il demande une semaine de réflexion et puis il décide niet. Le manifeste, pareil. Et eux aussi, ils avaient compris qu'il pouvait avoir, tu comprends, par opportunisme, non? Qu'est-ce que ça te fout? Il a signé un article, tu peux le publier. Et après, il y a la position par exemple, de l'écrivain Chacha, ni avec l'État, ni avec les Brigades Rouges. Pour un écrivain, c'était courageux. On l'a incendié, le Parti communiste, Amendola, pour cette position qui ne se rangeait pas du côté de la République et de l'État. Je repensais à ça quand j'étais en tôle l'année d'après, et Jean Genet, revenant d'une visite à Stammheim, à la une du Monde, il avait écrit quand même, bon, c'était dans un autre pays, mais il avait écrit quand même, je ne serai jamais neutre entre la violence des opprimés qui s'insurgent et la brutalité des oppresseurs. Figure-toi, Chacha avait été incendié pour dire qu'il était neutre. Dans le mouvement, la ligne ni avec l'État, ni avec les BR, c'était un peu celle de Lotta Continua. Nous, on avait fait un texte que j'avais écrit moi qui disait « Contre l'État, point ». Après, tous les débats, les dissensions, les discussions, mais sont internes au mouvement. Et aussi dans les journaux, un article, je pense, de Negri dans Rosso, il disait « Contre l'État, virgule, différemment que les Brigades Rouges ». Bon, c'était légitime de le dire, même si tu les mets comme ça. C'était des subtilités, en même temps des trucs très... Et puis ça arrive, là où on le sait. D'un côté, il y avait des gens, devant cette fermeté absolue, il y avait des gens pour des raisons différentes, les Craxiens pour des raisons politiques, et je ne sais pas, certains vieux démocrates chrétiens, peut-être challengés depuis 40 ans d'Aldo Moro, et aussi les papes, ils cherchaient désespérément une voie de sortie, et aussi, notamment Mario Moretti et l'exécutif des Brigades Rouges, ils ont attendu, quel précipité, ils ont attendu jusqu'à la fin. Alors avant, ils demandaient 13 détenus politiques, prisonniers politiques de différents groupes libérés, c'était impossible. Après, ils avaient dit oui à une hypothèse qui avait été formulée dans les allées du pouvoir, d'une grâce donnée à 2 prisonniers, une brigadiste gravement malade, Paola Besuschio, et un jeune de Naples qui était réduit
en prison comme un légume et qu'après, 6 mois après, Alberto Buonoconto a été sorti et s'est suicidé 6 mois encore après chez lui. Et donc il y avait même le président de la République de l'époque qui était un vieux notable avocat de Naples. Donc c'est des choses... il avait téléphoné à la femme de Moro en disant Madame, j'ai la plume dans la main pour signer cette dégrâce. Puis une, et puis le gouvernement et tout la cellule de crise PC, démocratie chrétienne, etc., l'avait tiré pour la veste. Le ministre de la Justice avait dit je ne contresignerai pas cette grâce. Et puis il y avait eu le pape qui avait fait une intervention. L'Osservatore Romano, le journal de l'Église, une lettre, homme de brigade rouge, lâchez-les, etc., laissez-les. Et là, on sait par les comptes des gens qui étaient, disons, les brigadistes qui les tenaient, que Moro s'était développé une espèce de syndrome de Stockholm entre Moro et les gens qui les tenaient, Moretti, Gallinari. Moro, dans sa subtilité, il avait compris que c'était foutu parce que le pape, il avait dit homme de brigade rouge, pas brigade rouge, et puis il avait dit laissez-les sans aucune condition, parce que lui aussi, il avait subi des pressions. Et là, il y a l'épisode de Moretti qui est documenté. Si vous voyez les films de Moscou sur Internet, c'était les brigades rouges, regardez-les. Et il y a même un type qui après s'est dissocié, Morucci, qui là, il dit une chose qui restitue la partie belle à Moretti, qui a été diabolisé, que lui, en revenant d'une consultation, un peu comme dans les films l'américain de Costa Gavras sur l'enlèvement de Dame Mitrione par les Tupamaros, non? On voit que les Tupamaros, ils recueillent les votes, oui ou non, les zigouilles ou pas, sur un autobus, les gens, c'est... Bon, Moretti l'avait fait un tour et tout le monde avait dit on ne peut pas ne pas l'exécuter si on ne nous donne rien. Et comme eux, ils avaient fait comprendre qu'il aurait été suffisant, ça s'est passé par nos copains, un mot, c'est une liturgie de reconnaissance, même pas de la part de l'État, de la part de la démocratie chrétienne. Il y avait un vieux notable démocrate chrétien qui était le vieux challenger de Moro qui avait dit qu'il allait parler pour dire un truc dans le sens qu'il disait Moro, il faut un acte qui reconnaisse à ses combattants, répit, etc. Et puis il avait quelque part dit, mais d'une façon indéchiffrable, c'était comme des idiolectes incompréhensibles réciproquement, ceux des brigadistes et ceux des démocrates chrétiens, tu comprends, et tout est précipité, mais Moretti, qui était un homme prudent, resté 10 ans en clandestinité, il décide en dernière tentative de tout décompartimenter, d'aller, lui, qui était l'homme plus recherché d'Italie, dans une cabine téléphonique avec les autres pour couverture, qui les raconte. Et là, il y a un coup de fil qui était dramatique parce que ça a été repassé par la télé, etc. Qui après le 7 avril, on disait que ça avait été Negri, le grand vieux. L'autre, il a un accent du centre-sud, Negri parle avec un accent vénitien, je ne sais pas. Mais lui qui téléphone en disant bonjour madame, avec la femme de Moreau, il dit vous avez compris qui nous sommes? Oui. Eh bien madame, on vous dit faites ce que vous pouvez parce que nous on ne peut plus reporter. Parce que sa fixation. Alors, les communistes disaient, ils nous diront qu'il vient de la moule communiste. Les démocrates chrétiens, ils nous diront qu'il vient qu'on n'a pas de sens de l'État. Et Moretti était hanté par un truc en disant, on a quand même zigouillé les hommes de l'escorte. Si on les laisse partir sans même pas un demi-mot, ils nous diront, voyez comment ça se fait, ils vont zigouiller les gens d'en bas, et à la fin, ils ne se bouffent pas entre les seigneurs de la guerre. Donc, au moins une chose, il lui dit, faites quelque chose, madame. Elle dit, mais j'ai tout fait ce que je pouvais. Essayez, faites quelque chose. Les minutes passées, et il y avait toutes les cabines téléphoniques contrôlées, donc il a pris ces risques extrêmes, etc. Et puis, il s'est précipité parce qu'on faisait les
les perquisitions par bloc des bâtiments, la police s'est rapprochée et ils ont fait ce truc de l'épilogue qu'il y a eu le justicier, mais avec un psychodrame qui a suivi, même chez eux et tout, c'était pas des trucs. C'est des trucs quand même. Regardez ce film de Moscou. Moscou, l'auteur sur le groupe Manoukian, terroriste à la retraite, il est dans YouTube, dans truc. C'était les Brigades Rouges. Il a une interview à Mario Moretti, Prospero Gallinari, un autre Raffaele Fiore, qui est un ouvrier typique d'origine immigré du Sud, etc. Et Morucci, qu'on n'aime pas tout son parcours, mais que là, dans les films, il n'y a aucun truc de reniement. Le metteur en scène arrive à lui dire il faut que vous nous parlez sur ce que vous pensez à l'époque, que ce que vous pensez maintenant, ça ne m'intéresse pas. Et donc, bon, cet épilogue, nous aussi, on était, je me rappelle, moi et Piverne, on était à Rome les jours que tout était fini comme ça, et on sentait que. On l'a vécu un peu comme une tentative qu'on a fait et qui n'a pas abouti. Et que, bon, évidemment, après, oui, c'est vrai que sur le mouvement serait arrivé, que cette hausse du tir aurait eu des effets catastrophiques. Mais ce n'était pas la peine de se mettre à l'avancée depuis les premiers jours ou après de récriminer en jetant. Bon, il faut aussi, comme le dit Deleuze, note pour une morale provisoire, tâcher d'être à la hauteur de ce qui t'arrive.